Comment créer une vie à son image, une vie qui nous ressemble, qui nous fasse nous épanouir et nous sentir libres quand on est soignant en libéral? Bienvenue dans Soignant Entrepreneur, le podcast qui parle de la vie de soignant libéral et d'entrepreneuriat. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial parce que je suis avec Ava et Charles, qui sont d'anciens soignants et entrepreneurs et qui sont en plus mes coachs. Donc c'est un épisode un petit peu particulier. Trop content d'être là. Ouais, on est très très contents. Moi aussi, je suis trop contente de vous avoir. Je vous laisse vous présenter pour commencer le podcast. Vas-y, Charles. Et bah moi c'est Ava, j'ai 28 ans maintenant, faut pas que ça j'ai fait des années. Et j'ai fait des études de médecine jusqu'en 5e année. Voilà, j'ai fait la première année en 2 fois, donc ça c'est intéressant à dire parce que c'était très difficile. Et puis on a décidé d'arrêter la médecine du coup en 4e et 5e année pour lancer notre activité, pour commencer l'activité en ligne de pâtisserie. Et puis ensuite, on a développé un deuxième business. Donc, on est passé d'étudiant en médecine à entrepreneur. Moi, du coup, Charles, 28 ans aussi. Je me suis lancé en médecine avec Ava, à l'époque où j'étais déjà amoureux d'elle. Quand j'ai su qu'elle allait en médecine, je me suis dit, c'est sûr, c'est le bon choix, il faut que j'y aille. Très pertinent pour le podcast. En réalité, j'avais envie d'aider les gens, et comme tout le monde à 18 ans, je pense que je savais pas exactement ce que je voulais faire, mais ça me paraissait pertinent de faire médecine parce que j'aimais bien les gens et j'aimais bien la science. Je pense qu'il y a plein de soignants qui se lancent un peu pour ça. Et je me suis rendu compte plus tard que j'avais pas compris ce que c'était. Qu'il y a plein de dimensions du soin que j'ai adoré et qu'il y a plein de dimensions d'aide-soignant plutôt que du soin que j'ai pas aimé. Et voilà, en 4e année, moi, j'ai décidé d'arrêter médecine pour me lancer dans l'entrepreneuriat, d'abord en pâtisserie, ensuite en coaching entrepreneurial. Ok. À la base, c'était quoi qui vous attirait dans le métier de soignant? Pourquoi vous avez fait médecine à la base? Moi, je pense que c'est vraiment le côté humain et social, le côté... J'avais envie d'aider les gens. C'était aussi le côté... j'aimais bien tout ce qui était scientifique, mais aussi beaucoup pas les sciences humaines, mais tout ce qui était corps humain, l'anatomie, tout ça, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup, les plantes aussi. Donc je me disais, bon, on va retrouver tout ça un petit peu en médecine. Mais c'était vraiment le côté contact avec les gens et pouvoir les aider de cette façon. Ça, c'était super important pour moi. Je pense que j'ai eu de la réflexion un peu comme tout le monde entre vétérinaire et médecin et non je me suis dit J'ai pas eu moi je l'ai eu tu vois. Je l'ai eu et puis c'était ça qui m'attirait le plus et puis il faut pas mentir, j'avais aussi ce côté ça va être des grandes études, ça va être quelque chose de très valorisant socialement et ça c'était aussi important pour moi. Je pense que j'avais besoin de me sentir valorisée à travers ça. Donc c'était un mix qui sur le papier faisait ok, la médecine c'est fait pour toi Ava, tu peux y aller. Bah, je pense que c'est un peu pareil de toute façon pour tout le monde, mais moi ça me rassurait beaucoup d'être médecin. Je sais pas pourquoi, il y a personne dans ma famille qui est médecin, mais j'admirais un peu les médecins que j'ai eus et je les trouvais classe, je les trouvais gentils. Alors j'ai dû associer que quand t'étais médecin, tu allais être quelqu'un de classe et gentil en fait. T'as envoyé beaucoup au golf, non? Et tu t'es dit, ouais, moi aussi je vais faire du golf le mercredi après-midi. Mais c'est vrai, non mais c'est bête comment tu fais tes choix quand t'as 18 ans, tu crois que t'es mature, mais t'es vraiment un enfant en fait. C'est clair. Et l'idée d'aider, ça me plaisait beaucoup. L'idée que les gens soient malades et puis après plus malades, je trouvais qu'il y avait une forme de puissance. Je pense que j'allais chercher une espèce de notion de contrôle sur la vie avec la médecine. Genre c'est assez fascinant ce que tu peux faire. T'as l'impression que mon Dieu vivant, c'est un peu gros, mais moi qui ai toujours eu des ambitions assez élevées, médecine, ça me paraissait être l'option avec les ambitions la plus élevée possible que je connaissais à l'époque. Et je me suis dit, bah, du coup, fais ça. Mais ce qui est a priori pas une bonne raison pour y aller de toute façon. Parce que je me suis rendu compte après que, d'ailleurs, un des points qui m'a le plus freiné à arrêter, ou en tout cas qui m'a fait peur, c'est de perdre le statut de médecin. Ouais, carrément. C'est de me dire, mais là... Et la sécurité aussi, je trouve. Ça, c'est peut-être plus toi. Moi, la sécurité, je m'en foutais. C'était juste... mais les gens, ils disent que je suis médecin. Je me souviens, quand on a eu la première année, on s'est regardé avec Ava et je lui ai dit, mais ça y est, c'est sûr, on va être médecin. Ah ouais, c'était la folie. C'est même pas, on va soigner des gens, c'est sûr. On va être médecin. Les gens vont le savoir. Je vais le savoir. Au dîner de famille, ça fera bien. Je le dis honnêtement parce que je suis sûr qu'il y en a plein. J'aime bien raconter cette histoire-là un peu sans blocage. Je suis sûr qu'il y en a qui écoutent ton podcast et qui sont dans ces métiers-là aussi pour cette raison-là et qui culpabilisent. Je crois que
c'est cool de savoir pourquoi on est là où on est. Moi, je l'étais pour ça et je me suis rendu compte plus tard que c'était pas tout à fait la bonne raison d'y être et c'est pour ça qu'on a transitionné. Ouais, et puis moi, si je peux rajouter du coup ce truc de sécurité, c'est vrai que pour moi, c'était hyper rassurant de me dire j'aurai jamais un problème où je vais pas trouver d'emploi, où je vais pas avoir de sécurité financière. Pour moi, les médecins gagnaient ultra bien leur vie. Je me suis rendu compte après on se fourvoyait. Non, mais que je voulais encore d'autres choses dans ma vie que pouvait pas m'apporter ce métier. Et oui, je pense que c'est un mix de tout ça qui a fait que je voulais aller en médecine de base. Ok. Et du coup, pourquoi avoir quitté médecine pour vous lancer dans l'entrepreneuriat ? Franchement, il y a eu beaucoup d'épisodes différents dans notre vie. Moi, je sais qu'une grande raison, c'est qu'à partir de la 4e année, j'aimais bien les études. Alors, c'était très compliqué, il fallait beaucoup travailler. C'était difficile, hein, je vais pas dire le contraire. Même si une fois que tu as les examens, tu es super fier. Et ça, c'est aussi l'autre côté de la pièce du fait de beaucoup travailler. C'est hyper valorisant aussi. À partir de la 4e année, on a commencé les stages à l'hôpital. Et en fait, j'avais toujours un petit peu tendance à me dire dans ma vie, quand je quittais le collège, quand je vais être au lycée, je vais être avec des gens qui vont plus me ressembler, où je vais encore mieux m'entendre avec eux. Il y avait peut-être un côté maturité que je recherchais. Alors, je dis pas que j'étais super mature à 10 ans, 14 ans, 15 ans, mais j'avais ce côté où je me disais peut-être qu'ils vont encore plus me correspondre. Et quand je suis partie en études de médecine, peut-être qu'ils vont encore plus me correspondre. Et je cherchais des gens qui allaient être un petit peu comme moi, passionnés par le fait, et ça peut paraître super cucu ce que je vais dire, mais passionnés par le fait d'aider les autres. Et quand je suis arrivée en médecine et justement en stage en externat, je me suis dit je vais être entourée de personnes qui aident vraiment tous les jours d'autres personnes, je vais me sentir trop bien et trop épanouie. Et je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas vraiment la réalité de ce qui se passait en stage pour plein de raisons, l'épuisement des soignants, pour le manque de personnel, ouais. Le système en général à l'hôpital, le fait que ils sont pas forcément super bien payés et du coup, en tout cas dans l'hôpital public pour ce qu'ils font et que ça peut être épuisant aussi. Il y avait plein de raisons qui faisaient que je me suis retrouvée entourée de personnes qui avaient perdu cette envie d'aider les gens. Et ça m'a mis un gros choc en me disant waouh, mais en fait, est-ce que moi aussi je vais devenir comme ça? Et c'était hyper dur en fait d'évoluer et de me projeter avec des gens un statut que j'avais idéalisé et qui n'était pas la réalité. C'était vraiment une utopie dans ma tête, tu vois. Donc ça, c'était le premier point qui était très compliqué pour moi parce que je me retrouvais pas à travers ça. Et deuxièmement, avec Charles, on est super fusionnels. Et depuis qu'on était au lycée, on a toujours été ensemble H24. On travaillait ensemble, on était ensemble au cours. Ça a été vraiment ça. Et là, tout d'un coup, on était dans 2 services totalement séparés, à se revoir que tard le soir, mais on devait travailler nos cours parce qu'on avait les examens qui allaient tomber quelques mois après. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas envie de vivre cette vie un peu en solo, dans le sens où j'ai toujours adoré être avec Charles, passer ces moments-là, et savoir qu'en fait on allait être séparés par notre métier, ça m'a mis un coup en me disant en fait c'est pas ce que je veux dans ma vie, et ça peut paraître cucu à souhait, mais en fait je m'en fous parce que j'ai pris la décision aussi de quitter médecine pour pouvoir passer mes journées avec la personne que j'aime le plus sur cette planète, tu vois. Et aujourd'hui je le regrette pas parce que on a créé justement un métier à travers l'entrepreneuriat qui fait que je travaille tous les jours avec lui, et je regrette pas parce que ça fait maintenant 6 ans qu'on s'est lancé et c'est un pur bonheur. Donc ça fait partie des raisons pour lesquelles je suis partie aussi. Je pourrais t'en énumérer plein, mais je pense que c'est vraiment ça, c'est la désillusion du métier en soi où c'est hyper dur. Alors si je pourrais rajouter quelque chose parce que je pense qu'on peut se reconnaître vachement là-dedans. Je parle beaucoup, je suis désolée, mais c'est un sujet tellement intéressant. C'est que je suis quelqu'un de très sensible et en fait je suis un peu une éponge émotionnelle, et c'était très compliqué pour moi d'être entourée de personnes qui allaient mal. Alors ça peut paraître un peu con, on a envie de dire mais Ava t'aurais pu y penser plus tôt, mais c'est vrai que au quotidien en fait c'était très très lourd, et je rentrais chez moi et j'avais toutes ces énergies de tristesse de voir des gens mourir, des gens que j'arrivais pas à soigner ou que nos médecins n'arrivaient pas à soigner, et ça a été super dur pour moi. Et je me suis dit en fait t'as peut-être pas les épaules, alors c'est pas dans le sens où je suis pas assez bien pour faire ce métier, c'est juste, c'est peut-être pas fait pour toi, dans le sens où avec tes émotions, avec qui tu es, tu vas peut-être te foutre ta vie en l'air, à être triste tous les soirs quand tu rentres parce que t'as pas pu sauver tout le monde. Et ça, c'était très dur pour moi, et c'est là que je me suis rendu compte que c'était peut-être pas fait pour moi, en fait, tout simplement. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ça. Le côté, la détresse des patients, c'est dur en fait de s'en protéger, et on n'apprend pas, et puis on ne l'apprend pas à la fac surtout. Non, on l'apprend pas, et
on n'est pas préparé à ça, et c'est vraiment, enfin, quand tu vois la mort, si t'es pas blindé, tu rentres avec la mort à la maison, quoi. Carrément. Et personne n'est blindé, je pense. J'ai vu des médecins, moi, autour de moi, surtout en réanimation, qui avaient une sorte de bouclier ou de carapace où j'avais l'impression que les émotions étaient bloquées. Alors, je sais pas ce qui se passe quand ils arrivent chez eux le soir, etc. Mais en tout cas, de prime abord, il y avait vraiment ce truc, ça fait partie du métier, j'ai dealé avec ça, je suis OK avec ça. Mais tu voyais leur énergie. Mais qui était super basse. Ouais, qui était super basse, donc... Voilà, il y a cette protection, mais je pense que ça rentre. Il y a des fissures dans cette carapace. Ça rentre et on les sentait pas hyper épanouis. Et alors, il s'est passé des choses pour qu'on ait envie d'arrêter médecine. Moi, j'ai eu un problème avec un patient en stage. Le patient est décédé. C'est moi qui l'ai pris en charge tout seul. On m'a accusé que c'était de ma faute, etc. Donc ça, bien sûr, ça te fait de la remise en question tout de suite. On a un collègue en 3e année qui s'est suicidé, qui a laissé un mot en disant à ses parents les études de médecine m'ont tué. Et du coup, forcément, tout ça, c'est des petits points qui t'aident à la remise en question et qui nous ont aidés à changer. Mais en réalité, je crois que c'est Ava qui a raison, c'est que ça ne nous correspondait pas tout à fait dans le mode de vie qu'on voulait. Il n'y avait pas la liberté qu'on recherchait. Mais le fait qu'on se voit souvent, etc., et que là, on ne pouvait plus. Je sais qu'il y a des gens qui vont peut-être écouter ce podcast, ou en tout cas, j'ai déjà raconté cette histoire, et des gens de la génération d'avant nous qui disent, ou qui pensent très fort... Mais nous, à notre époque, c'était pire. Nous, machin. Ok, mon pote, c'était pire. Super. Et sous-entendu, en fait, nous, on était forts, on disait rien. Et moi, j'ai envie de dire à ceux qui souffrent en ce moment et qui sont soignants, t'es fort quand tu le dis. T'es fort quand tu acceptes que si ce que t'es en train de faire, c'est pas exactement ce qu'il faut faire pour avoir la vie de tes rêves, faut changer. Ça sert à rien d'être un médecin grincheux qui, à la fin de sa carrière, dit « Ouais, mais nous, c'était pire. » Mais t'es malheureux. Médecin ou n'importe quel soignant. Non, un soignant. T'es malheureux aujourd'hui, mon pote. Donc, juste, je comprends que ça te fasse mal, que nous, on change. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Cette génération, ils tiennent pas un job plus de 5 ans, plus de 10 ans, ils changent tout. » Mais génial. Mais trop bien. Parce que du coup, on a que des gens qui, quand ils sont dans leur job, si on était tous comme ça, on verrait que des gens dans leur job qui sont bien à leur place. C'est clair. Et je souhaite que les générations d'après nous soient encore plus en train de sautiller de job en job jusqu'à trouver nos parents. Parce qu'il y en a à qui, je pense, les métiers de médecin ou soignant, ça leur correspond hyper bien. Et ils en sont super heureux. On a des copains qui s'éclatent encore. Mais on n'est pas tous faits pour ça. Et je pense que c'est hyper bien, comme tu le dis, d'être OK avec le fait de dire c'est pas fait pour moi. Ouais, j'ai pas envie d'aller chez le kiné et de voir un gars blasé. J'ai pas envie d'aller chez un ortho ou une orthophoniste et de me dire elle a l'air blasée celle-là, faut qu'elle arrête. Non, j'ai envie que les gens soient à leur place et je trouve ça génial. Et si vous écoutez ce podcast et que vous vous sentez pas bien, je vous encourage à pousser la réflexion plus loin et vous dire genre tout est possible dans la vie. Pourquoi ? Parce qu'on a décidé un truc à 18 ans, on doit y rester pendant les 50 prochaines années. Je suis pas d'accord. Et je crois que toi aussi, il y avait beaucoup ce côté liberté qui te bloquait. Moi, il y avait ce côté créativité où j'avais l'impression que j'étais quelqu'un de très créatif et j'avais du coup pas la liberté d'être créatif. Je dis souvent, un patient, il sera pas très content si on arrive et qu'on lui dit « Écoutez, je vous ai fait un petit mélange, j'ai été créatif, prenez ça, on va voir ce qui se passe. » Bon, non, pas trop. C'est pour ça que même j'ai réfléchi à faire de la recherche plutôt que vraiment du soin parce que, je sais pas, j'avais besoin de... Chercher de trouver même des choses. Mais je sais pas, de faire fonctionner... Autrement ton cerveau. J'ai peur de choquer les gens, mais de faire fonctionner plus mon cerveau, en fait. Tout ce que j'ai appris en médecine, je peux parler que de la médecine, je connais que ce métier-là, mais c'est du process. T'as un nombre de questions fixes à poser dans un ordre. T'écoutes un bruit, il fait tel bruit, ça veut dire tel truc. C'est super, mais je voyais mes chefs faire le job et je me disais non seulement ça a l'air très facile une fois qu'ils le maîtrisent, mais surtout ça a l'air très chiant. Parce que c'est tellement facile une fois que tu maîtrises qu'il n'y a pas énormément de réflexion. Hein. Je sais que quand on regarde Dr House et Grey's Anatomy, on a l'impression que c'est brainstorm H24 pour aller trouver des solutions, mais en tout cas pour le travail du médecin, c'est pas ça, quoi. Ouais. C'est pas ça, il y a une liste de symptômes, on la comprend, on regarde le bouquin, ah oui c'est bien ça, on met tel traitement, c'est combien déjà les... Okay. C'est ça le job. Et moi en tant que créatif, en tout cas je me considérais créatif, ça m'épanouissait pas du tout. Et j'avais le choix soit de prendre le peu de temps qui me restait en dehors de mes études ou de mon métier pour être un peu créatif, mais en vrai j'étais fatigué et puis j'étais pas dans la bonne énergie, soit de trouver un moyen de gagner ma vie et de vivre d'un processus créatif. Et c'est plutôt ça qu'on a fait. Tout à l'heure tu disais tout est possible, et en fait moi quand je regarde votre parcours, j'ai l'impression que tout ce que vous avez voulu faire, vous l'avez fait. Que ce soit t'inscrire au meilleur pâtissier Charles pour avoir ensuite de la visibilité pour lancer votre activité de pâtisserie,
c'est pas tout le monde qui décide je vais être finaliste du meilleur pâtissier. Enfin, toi, Il avait même décidé de gagner. gagner, ouais. Ouais, je l'ai gagné. Pas passé loin. On va cutter ça dans le podcast. Non, on peut le laisser. C'est très bien. T'as voulu le faire, tu l'as fait. Vous avez voulu faire tel business, vous l'avez fait. Vous avez voulu avoir la maison de rêve, vous l'avez fait. Enfin, comment vous expliquez ça? Je pense que déjà il faut comprendre que tout ce qu'on a voulu faire on l'a fait, ça veut pas dire que tout ce qu'on a fait on a réussi. Il y a eu plein de choses qui sont un petit peu pas cachées parce qu'on en parle ouvertement, mais il faut chercher les infos pour les trouver. Mais on a lancé des entreprises, une entreprise qui n'a pas fonctionné, on a lancé des projets dans notre boîte de pâtisserie qui n'ont pas fonctionné. Oui. Et en fait on a tendance à voir un petit peu que la surface d'une personne ou d'un projet ou d'une entreprise en se disant tout ce qui se passe ça fonctionne, etc. Pas du tout. Par contre, ce qui est sûr, c'est que tout ce qu'on a voulu faire, on a essayé de le faire, et ça, je pense, Jusqu'à ce qu'on y arrive. Et je pense que ça, c'est la plus grande force, c'est en tout cas moi ce que j'interprète comme une de nos plus grandes forces, et c'est ce que je souhaite à tout entrepreneur, c'est de se dire ok, j'ai envie d'aller là, je vais y aller de cette façon. Tu choisis un projet et tu t'y tiens, et en fait d'essayer d'y aller coûte que coûte, même si ça fait peur, même s'il y a toutes ces croyances, etc. Et je pense que ce qu'on a réussi à faire, c'est à taire nos peurs. En tout cas, partir avec elles, parce qu'elles ne se taisent pas éternellement. Mais on les a prises par la main, en fait, et on s'est dit, ok, on a peut-être peur de se lancer là-dedans, parce qu'aller au meilleur pâtissier, c'était pas juste facile. Moi, je devais rester... Pour aucun de nous deux. Je devais rester 7 semaines à la maison. Charles devait être quand même 7 semaines tout seul sur un tournage, dans des conditions hyper particulières et très stressantes. C'était pas que des décisions faciles, mais en tout cas, on les a prises et on était prêt à y aller avec la peur, malgré tout, parce qu'on savait notre objectif final. Et je pense que c'est ça qui est hyper intéressant, c'est de savoir que nous, ce qu'on voulait, c'était être libéré de la médecine. Et pour ça, il fallait qu'on se lance dans quelque chose. Et ça a été ça dans tout projet. Il y avait toujours un but un petit peu plus grand, un objectif un petit peu plus grand. Et c'est vrai qu'on a tendance à pas attendre que la peur disparaisse, mais à y aller avec elle. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on réussit beaucoup de nos projets, parce que malgré la peur ou les échecs qu'on peut se prendre, on y va quand même, et on insiste, on trouve d'autres chemins, mais on arrive toujours à nos fins, parce qu'en fait, on lâche pas. Ouais, je crois qu'il y a Moi, ça m'a toujours saoulé, les gens qui disent tout est possible, ou les gens qui disent c'est dans la tête, ou machin. T'as envie de dire, au moment où moi j'en suis dans ma vie, j'ai peur quand même. Et t'as beau me dire que tout est possible, j'ai peur. Je crois que dans la notion de tout est possible, et on a réussi, on n'a pas réussi tout ce qu'on a fait, on a tout fait pour réussir. Oui. Et juste le changement de la structure de cette phrase fait tout, parce que on a réussi. Je ne saurais pas dire quel pourcentage de nos actions ont réellement réussi, mais c'est pas énorme en fait. Déjà, on n'atteint jamais réellement notre objectif. Jamais. Mais on finit pas loin. Donc, tout ce qu'on fait ne réussit pas. Par contre, on fait tout pour réussir, et surtout, on fait tout pour réussir jusqu'à ce que ça réussisse. Aujourd'hui, les gens voient, ils ont la maison de leurs rêves. Ce qu'ils savent pas, c'est qu'on a essayé la première fois de l'avoir, cette maison, il y a 1 an et demi, quasiment 2 ans. Ouais. Et qu'on n'a pas réussi. Cette action, elle a échoué. Ensuite, on a voulu acheter une 2e maison. Cette action a échoué. Une 3e maison à côté qui a échoué. C'est ça la réalité. Et que on a décidé de croire que le fait que ces 3 échecs soient là, c'est pour apprendre des choses. On s'est développé, on a appris plein de trucs. Et on revient 2 ans plus tard et on l'a. Est-ce que tout ce qu'on a fait a réussi ? Carrément pas. Par contre, on a fait tout jusqu'à ce que ça réussisse. Et pour nous, c'est intolérable qu'un truc marche pas. Ok ? Mais on accepte l'échec, mais on le tolère pas. C'est-à-dire, c'est ok qu'il soit là, ça ne restera pas comme ça. Je suis tombé sur une phrase de Dwayne Johnson, là, The Rock. Bon, je sais pas si c'est le plus gros philosophe de cette planète, bien sûr. mais en vrai, il est top, ce gars. Et il disait une phrase qui m'a parlé. Il disait « Always happy but never satisfied ». Genre, t'as le droit d'être content de ce qui t'arrive, t'as le droit d'être, même qu'il y ait un échec ou une réussite, d'être content. Et j'encourage les gens à apprécier ce qu'ils sont en train de vivre. Mais ça veut pas dire que c'est le bout du tunnel. Et quand nous, on a des réussites, cette maison, quand on a des échecs, le fait de ne pas avoir cette maison, on essaie de trouver en quoi on est content que ce truc-là vienne d'arriver. Mais c'est pas la fin de l'histoire. On n'a pas dit notre dernier mot et on continue et on rebondit. Et je crois que c'était Julien Mussy, là, notre ancien coach, qui disait « Le seul boxeur que tu peux pas battre, c'est celui qui se relève à chaque fois que tu le mets par terre. » Et c'est ça la vie en fait, elle va te mettre par terre plus souvent que tu vas gagner, mais en fait si tu te relèves à chaque fois et que tu décides ça, tu peux pas perdre. C'est impossible. Après, je crois qu'il faut aussi... Le résultat est important, l'objectif qu'on se fixe est important, mais savourer le chemin, ça l'est tout autant. Parce que si on arrive à être heureux que quand on a atteint un objectif, au final on risque d'être toujours malheureux, parce que
c'est très dur d'atteindre ses objectifs. Et ça demande du temps, et ça demande de la résilience, et ça demande tout ça. Et oui, quand on nous a dit non pour cette maison, qui est notre maison de rêve, il y a 2 ans, ça a été dur, ça a été difficile, on a été triste, mais pas longtemps. Parce que on a appris énormément de choses sur le chemin, on savait que ça allait nous être bénéfique plus tard, alors on savait pas qu'on allait finir dedans quand même, tu vois, mais je pense que la capacité à se relever le plus rapidement possible, et il y a un de mes coachs qui s'appelle Max Piccinini, qui est assez incroyable, qui nous a aidé à changer de vie depuis ces années, qui dit « Peu importe ce qui se passe, il y a toujours un cadeau qui est caché. » Et ça, je trouve ça génial parce que là, on n'a pas eu la maison il y a 1 an et demi, on l'a eu là maintenant, on a pu l'acheter. Et en fait, le cadeau, c'est que la façon dont on l'a acheté financièrement, c'était encore mieux pour nous, encore plus sécurisant qu'à l'époque, encore moins cher. Enfin, tout était encore mieux. Donc, on peut se dire, ouais, mais ils l'ont pas eu, ils auraient pu y être il y a 1 an et demi, etc. Non, le cadeau, c'est qu'aujourd'hui, c'est encore mieux. Et en fait, je trouve ça trop cool de se poser ces questions. Et on est très pipelette, alors à chaque fois, je me souviens plus de ta question de base. Mais... Non, mais c'est pas grave, je trouve que là, il y a plein de choses super intéressantes. Et il y a peut-être des gens qui vont écouter et qui vont dire, en décidant de croire que c'était le mieux, qu'il y avait un cadeau, vous êtes à côté de la plaque. Je sais que j'ai déjà entendu ça, j'ai même déjà pensé ça, de gens qui étaient trop dans la gratitude, de gens qui étaient trop dans « oui, mais tout va bien, il y a un cadeau », et à un moment, tu as envie de leur dire « arrête, tu te caches un truc, il n'y a pas de cadeau ». Mais si, quand tu fais l'exercice jusqu'au bout et que tu décides de croire qu'il y en a un, parfois, je crois que c'est David Laroche qui dit ça, parfois vous n'êtes même pas obligé de le trouver, le cadeau, juste de dire « je sais qu'il y en a un, je ne sais pas encore ce que c'est, mais je sais qu'il y en a un ». Ça te détend, ça t'apaise, et certains vont se dire « ouais, mais peut-être qu'en vrai, il n'y en a pas, vous êtes à côté de la plaque, c'est un truc un peu débile, c'est juste un exercice à la con. » Mais le truc, c'est que tu penses qu'il y en a un ou que tu penses qu'il n'y en a pas, t'es à côté de la plaque. Il n'y a pas de vérité. Tu préfères être de quel côté ? Donc, c'est de quel côté de la plaque tu veux être, celui dans lequel tu te sens bien et ça t'apaise, et puis peut-être ça va... Est-ce que vous pensez qu'être apaisé et vous sentir mieux peut vous aider à générer des choses plus positives par la suite ? Ouais. Alors je décide d'être de ce côté-là de la plaque. Et je crois que le développement personnel, de manière générale, on aime bien en parler parce que c'est ce qui a vraiment transformé notre vie, plus encore que de la stratégie business. Nous, on est à fond en développement personnel. C'est appliquer des exos dans lesquels au début tu crois pas parce que ça te paraît barré, et voir celui qui marche sur toi et celui qui marche pas. Et si ça marche, faut continuer. Si ça marche pas, on arrête. Mais allez tester. Et je vous encourage tous, si vous nous écoutez et que ça vous intéresse, si vous n'avez pas encore quitté ce podcast, testez des choses, même si l'exercice vous paraît aberrant. Quand j'ai découvert le développement personnel, c'était ma maman qui en faisait, et on disait, mais dans quel secte elle est, c'est quoi cette histoire, c'est bizarre, c'est machin. Puis au bout d'un moment, on commençait à voir les résultats qu'elle avait dans sa vie, on s'est dit, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu fais en fait ? Et comment nous on peut apprendre ? Et j'encourage la curiosité, faire des actions, et puis voir si ça nous plaît ou si ça nous plaît pas. Carrément. Ça m'a amené une question que du coup j'ai oublié entre-temps. Je suis sûr qu'elle était méga pertinente. Elle était super intéressante. Mais c'est pas grave, elle me reviendra sûrement par la suite. Et l'autre question que je voulais vous poser, c'est du coup, vous-même, vous êtes entrepreneur, vous avez un réseau d'entrepreneurs, vous accompagnez des entrepreneurs. Dans tout ça, c'est quoi la différence entre un entrepreneur qui réussit et un entrepreneur qui décolle jamais ? Pour moi, il y a une chose qui est super importante, c'est de se faire accompagner. Et franchement, ça prêche pour notre paroisse à tous les 3, mais je m'en fiche parce que on a lancé nos entreprises et on ne s'est pas fait accompagner pendant plusieurs années. Et à partir du moment où on l'a fait, et on s'est fait accompagner pas que en termes business, mais aussi dev perso, comme Charles vient de le dire, ça nous a tout changé parce que déjà, on n'était plus seul. Et être entrepreneur, souvent, c'est être seul. Et ça fait peur quelquefois et on n'a pas les réponses, on ne sait pas où les trouver, ni même où les chercher. Donc ça nous permet de ne pas être seuls et surtout d'être avec des personnes qui ont fait le chemin et qui ont fait les choses à notre place. Et ça, c'est hyper bénéfique. Enfin, c'est comme on dit souvent, parce qu'on fait le parallèle avec notre ancien métier, mais t'irais pas chez quelqu'un qui a pas fait des études de médecine. Bah, tu fais pas médecin si tu fais pas des études de médecine. Bah, tu deviens pas entrepreneur si t'apprends pas à être entrepreneur ou à te faire accompagner. Et à partir du jour où on a appris ça et qu'on a dépensé beaucoup d'argent pour se faire aider, pour se faire accompagner, notre vie a changé, que ce soit en termes personnels ou professionnels, parce que les deux sont sacrément liés, hein. Ça nous a transformés. Et du coup, si j'ai un conseil à toute personne qui souhaite se reconvertir, c'est ça que tu disais, qui veut entreprendre en parallèle d'autres choses. Oui. C'est réussir à s'entourer de personnes qui ont fait le chemin que vous souhaitez faire et qui ont les résultats que vous souhaitez avoir. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Je crois que des fois, on a de l'ego, et puis ça m'est arrivé de me dire, mais ça aura plus de valeur si je le fais tout seul. En fait, si tu réfléchis un peu, à la fin de ta vie, tu peux pas te dire « Ah, j'ai réussi, mais bon, j'ai pas réussi tout seul. C'est nul. »
Non, à la fin de ta vie, si tu as réussi, ça veut dire que tu as été épanoui, parce que quand on dit réussi, on a tendance à penser finance, mais il n'y a pas que ça. Non. Je me suis senti bien, du coup probablement que si j'ai eu des enfants, je me sentais bien avec eux, j'ai pu leur transmettre des notions de on peut faire ce qu'on aime, et ça a eu un impact sur des générations. Si moi j'ai eu un impact sur des dizaines ou des centaines de personnes à travers mon entreprise, les gens que j'ai côtoyés, eux aussi vont aider des dizaines et des centaines de personnes, on a un effet domino qui est immense. Et ça, c'est énorme. Ça vaut tout l'or du monde. Et plutôt que de se dire, je vais essayer de le faire tout seul. Surtout que, il y a un truc qui est clair, c'est que moi, j'ai cru longtemps que je me sentais bon en business. Et du coup, je me dis, comme je suis bon, assez naturellement, bah, je peux le faire tout seul. Et j'espère que ça paraîtra pas pour de la prétention, mais je trouve ça cool de savoir là où on se pense bon. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, si vous vous sentez pas bon, vous allez avoir du mal à avoir des résultats. Faut apprendre à se sentir bon dans quelque chose. Mais en fait, quand tu es dans ton propre business, tu vois rien. Tu vois rien de ce qui se passe, tu vois pas ce qui marche pas. T'as la tête dedans. Vous savez, on entend toujours, on est bien meilleur conseil pour les autres que pour soi-même. Vous le voyez, vous êtes toujours de bons conseils. Et je sais que les gens disent, moi j'ai toujours les mots pour les autres. Mais t'es comme tout le monde. T'as pas un don en fait. Tout le monde est meilleur avec les autres. Tout le monde sait quoi dire aux autres. Parce qu'on n'a pas les peurs, on n'a pas les barrières, on n'a pas les freins quand on parle aux autres. Et des fois, les gens disent, je cherche le meilleur coach possible. Même un coach moyen. C'est pas toi, il est à l'extérieur. Même s'il n'est pas ultra performant, il sera meilleur que si tu es tout seul. Et l'investissement que ça te demandera d'aller chez lui sera largement inférieur à ce que ça va t'apporter juste d'avoir un regard extérieur. Alors je suis pas en train de vous dire allez en parler à vos frères et sœurs, c'est un regard extérieur, ils sauront quoi vous dire. Il faut aller vers des personnes qui ont fait ce que vous cherchez à faire. Voilà, si en plus ils ont des résultats et qui sont bons, génial. Mais de toute façon, de base, se faire accompagner, c'est juste, mais je ne peux plus imaginer que si je reviens 5 ans en arrière, parce qu'on a commencé à se faire accompagner peut-être il y a 4 ans, si je reviens 5-6 ans en arrière quand on s'est lancé, je nous dis juste, allez vous faire plus accompagner. Carrément. Et puis, tout à l'heure, tu parlais de Max Piccinini, qui est un des plus gros entrepreneurs français. Ouais. Même lui, il dit haut et fort qu'il a un mentor, qu'il s'est fait accompagner, qu'il investit sur lui en permanence. Bon, bah, faut voir le résultat. Bah, c'est ça, exactement. Ouais, mais les gens se disent, bien sûr qu'il dit ça. Pour que nous, on paye pour aller travailler avec lui, ça prêche pour sa paroisse. Mais est-ce que ça doit l'empêcher de le dire ? Oui, ça prêche pour sa paroisse. Oui, nous, quand on le dit, ça prêche pour notre paroisse. Mais ça n'empêche pas que c'est vrai. Je sais qu'il y a des gens qui sont un peu... parfois, on a tellement peur de se faire arnaquer sur Internet, et parce qu'il y en a plein des arnaques sur Internet. Donc moi, les gens qui ont peur de se faire arnaquer, je comprends, tu vois. Parce que ça nous est déjà, nous aussi, arrivé. Donc, juste, ces gens-là, nous, Max Piccinini, d'autres, ne vous disent pas qu'ils se font coacher parce qu'ils ont envie que vous vous fassiez coacher par eux derrière. Ils vous le disent parce que c'est vrai. Et c'est dur parfois de faire la différence. Et je trouve que c'est important de le dire. Carrément. Et tout à l'heure, tu faisais le parallèle entre le fait de ne pas aller chez un médecin qui n'a pas fait médecine et de se faire aider par quelqu'un qui a fait les choses. C'est un parallèle, du coup, entre le métier de soignant et le métier d'entrepreneur. Est-ce que vous en voyez d'autres, des parallèles entre le fait d'être soignant et le fait d'être entrepreneur ? Bah, moi, je trouve qu'on aide énormément, et les soignants de base, il y a un peu ce côté... on a envie d'aider. J'ai l'impression que ça fait partie quand même pas d'une vocation, mais si on a envie d'être soignant, c'est parce qu'on aime bien s'occuper des autres. Et je trouve que dans l'entrepreneuriat, pour réussir une entreprise, il faut avoir cette envie d'aider quelqu'un à un moment donné, peu importe quel sujet. Ça peut être l'aider à se développer financièrement, personnellement, sexuellement, peu importe en fait. Ça existe, on a une pote qui est coach sexothérapeute en ligne. Aider une personne d'une façon ou d'une autre. Et moi, je trouve que j'aide beaucoup plus les gens depuis que je suis entrepreneur, plutôt que si j'avais été médecin. Je les aide d'une autre façon, et je les aide d'une façon qui me remplit encore plus. J'espère que je réponds à ta question, que je suis pas à côté de la plaque. Ouais, moi je suis d'accord. En général, un soignant, c'est quelqu'un qui a envie d'apporter de la valeur, d'avoir un impact, de se coucher le soir en se disant le monde est un peu meilleur. Bien, j'ai bien fait, quoi. Les gens se sentent mieux ce soir que ce matin quand je me suis réveillé. Et l'entrepreneuriat, c'est ça. En tout cas, j'ai l'impression que, de manière générale, un business peut pas marcher s'il aide personne. Ça, c'est une notion de base. Après, il y a aider. Est-ce que le McDonald's aide réellement des gens ? Moi, je suis très content qu'il y ait le McDonald's quand j'ai faim et que j'ai envie d'un hamburger. Je suis très content qu'il soit là. Est-ce que réellement, si j'étais le chef d'entreprise qui avait créé McDonald's, je me dirais le monde est meilleur quand je me couche ? Peut-être pas. Oui, mais tu vois, il y en a plein qui pourraient penser la même chose de notre activité avec la pâtisserie. Parce que notre première entreprise, on aidait les gens à faire des gâteaux depuis chez eux. Et il y en a plein qui vont défendre le fait que manger du sucre, c'est super mauvais, ça nourrit les cellules cancéreuses. Enfin, tu vois, il y a plein de choses comme ça. Et pourtant, on était fiers parce que si ce n'est pas dans l'abus, c'est super agréable d'aller au McDonald's. Et puis, il faut croire dans ce que tu fais. Il faut avoir envie de te dire que ce que tu fais, c'est bien. Et on a tous des points de vue différents. L'idée n'est même pas de débattre sur c'est bien ou pas bien. Il faut trouver un truc qui nous inspire, nous, et voir. De toute façon, si vous n'arrivez pas à aider les gens à travers votre idée,
ça marchera pas. Il y aura pas de business. Bah Un non, business, c'est parce un que hobby. les personnes ne peuvent pas acheter quelque chose qui ne leur est pas bénéfique d'une façon ou d'une autre. Soit par une passion, parce que c'est quelque chose qui comble une passion, qui comble un besoin, peu importe. Mais il faut que ça comble quelque chose chez l'autre pour y aller. Ouais, un business, c'est des transactions en permanence. Et une transaction, c'est un client qui a le sentiment que ce qu'on lui offre, ça vaut plus que le billet qu'il te donne. Et quand tu rationalises à ça, moi je sais que longtemps j'ai eu peur de vendre. En tant que soignant, ça il faut en parler, je trouve ça trop important. Quand on est soignant, on a l'impression qu'on doit donner sa vie pour les gens. La relation, presque c'est gênant de dire combien ça coûte la séance, on n'ose pas mettre la séance plus chère, etc. Tous les soignants qui m'écoutent vont me dire oui quand je vais leur dire la phrase suivante, est-ce que ça vous arrive des patients qui ne suivent pas ce que vous leur dites de faire ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'ils ne payent pas. Mais c'est clair. Voilà pourquoi. Et non seulement, du coup, je pense, là j'affiche un point de vue vraiment perso, mais je pense que c'est pas si dingue que personne ne paye rien dans le système médical, parce que on le sait quand on est entrepreneur, quelqu'un qui paye pas met peu de valeur sur ce qui est en train de se passer et va pas toujours suivre. Moi-même, je suis pas toujours mes prescriptions médicales. D'ailleurs, On ça remet fait en- 3 jours que tu devrais te piquer. Exactement. Donc voilà. Et donc, on crée un espèce de complexe sur la vente, sur les finances, à un soignant. Comme quoi, un soignant, il est là pour donner. Et bien sûr qu'il est là pour donner. Et ça empêche pas qu'on peut apprendre à être à l'aise avec le fait de vendre, d'avoir, si on a un service qui peut aider les gens, d'avoir envie d'apprendre comment on fait pour les aider à passer à l'action correctement. Et du coup, il y a une espèce de syndrome chez les soignants qui deviennent entrepreneurs, où il y a un gros complexe au moment de la vente, du marketing, mais c'est forcer les gens, j'aime pas les vendeurs. Je l'ai eu. Voilà, tu Ah l'as ouais. eu, je me souviens clairement. Et je vois l'évolution que tu as eue à ce niveau-là, le jour où on comprend que, et c'est Max encore, Piccini, qui disait, si vous pensez vraiment que vous avez un produit, une offre, un service qui peut changer la vie des gens, et que vous faites pas tout tous les jours pour devenir le meilleur vendeur de cette planète, c'est l'expression de votre égoïsme. Ouf. Quand le gars te dit fait ça, mal. tu dis, calme-toi, Maxou, calme-toi. Et après, tu réfléchis 2 secondes et tu dis, mais clairement, si vraiment mon truc il peut aider les gens, et que moi, je vais pas trop vendre parce que j'ai peur qu'on me prenne pour un vendeur. En fait, tu es juste en train de te concentrer sur toi, tes petits complexes, tes petits problèmes. Le jour où tu dépasses ça, il y a tellement plus de gens qui bénéficient de ton produit et de ton service. D'ailleurs, tu ne peux l'améliorer, ce service ou ce produit, qu'à partir du moment où il y a des clients qui le traversent Bien sûr. et que tu prends des feedbacks et que t'es humble vis-à-vis de ce que tu fais. Et donc, vendre, c'est génial. Et quand nous, on a commencé à comprendre que vendre, c'était génial, nos projets ont commencé à exploser et on a lié le fait d'aider, de soigner, puisque à travers le coaching qu'on fait, on soigne des gens différemment, en fait. J'ai toujours l'impression d'être soignant, je crois. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans le métier qu'on fait aujourd'hui. Le fait de devenir meilleur en vente m'a aidé à être un meilleur soignant. Et je trouve ça trop bien. Et j'encourage tout le monde à casser les peurs qu'on a autour de la vente et du marketing, parce que c'est génial, c'est un moyen d'aider plus. Carrément. Puis je pense qu'il y a une vision très péjorative de la vente et du marketing, ultra agressif, ultra poussif. Mais en fait, il y a plein de manières de faire et il faut juste être en adéquation avec ta propre manière de le faire. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il y a les stratégies, mais il y a aussi derrière ce que tu en fais, le côté plus humain. L'énergie. Et voilà, c'est un combo des deux, quoi. C'est clair. Il faut trouver le tien. C'est ça. Et vous parliez des soignants que vous accompagnez aussi dans votre accompagnement, donc pour aider les gens en général à se lancer dans l'entrepreneuriat. À votre avis, pourquoi il y a autant de soignants, notamment dans votre accompagnement ? Ouais, je pense qu'il y en a autant parce que déjà on a le parcours qui fait que on a été soignant même si on était étudiant et on a réussi à faire la transition. Je pense que ça rassure un peu les gens de se dire c'est possible de le faire parce qu'ils l'ont fait. Et je pense qu'il y en a autant parce qu'il y a beaucoup trop de soignants qui sont pas heureux aujourd'hui et que c'est un corps de métier qui est pas vraiment valorisé, qui est de plus en plus critiqué par même les patients. Moi, je me souviens, un jour, j'étais en stage en médecine G et j'avais un patient qui était arrivé, qui avait défoncé le médecin en mettant « bon, vous faites ça, ça, ça ». Il faisait ses courses, quoi. Et en fait, c'est de moins en moins valorisé. Je pense que le corps médical n'est pas heureux aujourd'hui et c'est pour ça qu'on a de plus en plus de personnes aussi qui se reconvertissent et qui viennent de ce milieu-là. C'est que c'est triste à dire, mais dans le système actuel, il y a trop de gens qui vont pas bien et qui décident de se reconvertir. Et j'en suis super heureuse parce que c'est ce qui nous anime, nous trois, d'aider ces personnes-là à pouvoir se reconvertir et se construire un monde meilleur. Ouais, et puis si vous êtes soignant et que vous kiffez, continuez. C'est ça. Continuez à fond, je trouve ça trop génial. Et trop cool, il en faut. Et heureusement que vous êtes là et merci pour votre travail, quoi. Ouais, j'ai presque eu de la culpabilité quand on a quitté médecine et que je voyais d'autres qui continuaient de kiffer à me dire t'es pas assez bien pour continuer d'aimer aider les gens.
Mais tu peux les aider autrement. Mais tu peux les aider autrement, et puis ça me convenait pas, et je crois que ça demande beaucoup d'honnêteté de se dire ça me convient ou ça me convient pas, alors que sur le papier, c'est censé convenir à tout le monde. On est censé aimer des gens, si on a fait ça de base, c'est une vocation, c'est une machin. Non, si à un moment ça te plaît plus, on bouge quoi. Mais ça fait encore partie de la peur du jugement, on n'ose pas dire les choses. Et je le dis partout où on passe, podcast, webinaire, peu importe, mais il y a une phrase qui nous a aidé à changer de vie réellement, c'est on ne vit qu'une seule fois, mais si on le fait bien, une fois suffit. Je la répète parce qu'elle est trop importante, mais on ne vit qu'une fois. Et si on le fait bien, une fois suffit. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous avez envie de faire ce métier toute votre vie ? Si la réponse est oui, jackpot, allez-y, vous êtes à la bonne place. Si vous ne vous sentez pas bien, réfléchissez encore plus parce que je pense qu'il y a vraiment moyen de vous éclater ailleurs et que c'est trop dommage, sachant qu'on n'a qu'une vie, de mal la faire. Moi, je pense avec le recul que ce qu'il faut rechercher, au-delà même du bonheur ou de se sentir bien, c'est un moment que j'ai vécu et que j'avais partagé avec Ava à l'époque, c'est un jour j'ai dit à Ava, je peux mourir. Ouais. Je peux mourir. Tout va bien. J'ai fait exactement ce que je devais faire. Je me sens hyper à ma place. Je suis tellement serein, tellement au bon endroit. Je meurs demain. Et je n'avais plus de peur, j'avais plus de... il me reste un truc à faire, j'ai pas encore montré ci, ça. Alors que, par exemple, on veut des enfants, on n'en a pas encore. Enfin, on n'a pas atteint tous les goals. Fini notre vie, mais on se sentait tellement bien et épanoui que c'était OK. Et c'est un peu bizarre à dire maintenant avec le recul, mais c'est que on aime tellement notre vie qu'on n'a pas l'impression pas de la louper, mais de manquer quelque chose ou de pas être à la bonne place en fait. Moi j'avais peur de ça, arriver sur mon lit de mort et me dire j'ai pas fait ça. Ça pour moi c'était intolérable. Je sais qu'il y en a plein qui nous écoutent qui ont peut-être peur de lancer quelque chose. La seule question que j'ai envie de vous donner, et je vais vous faire flipper, et je crois que c'est nécessaire, fermez les yeux à la maison là, ou si vous êtes en voiture, gardez les yeux ouverts. Et juste, dites-vous, imaginons que j'arrive sur mon lit de mort et tout ce à quoi j'ai pensé, je ne l'ai pas fait. Pour moi, ça c'est intolérable. Je crois qu'il y avait une étude d'une infirmière en soins palliatifs, donc en fin de vie, qui avait voulu faire un sondage sur les plus grands regrets des gens en fin de vie. Alors, le regret numéro 1 des gens, c'est ne pas avoir dit « je t'aime » à la personne, à leur famille, à leurs proches, à leurs enfants, etc. Donc ça, effectivement, je trouve que ça donne une leçon, c'est génial. Et le point numéro 2, le regret numéro 2 qui revient le plus de cette étude, c'est « j'ai pas lancé ce projet que j'ai eu en tête ». Et quand j'ai appris cette stat et Ça fait flipper. Mais je me suis dit, mais c'est incroyable en fait. Enfin, on se rend compte que juste derrière le fait de dire « je t'aime » à tes proches, le deuxième plus grand regret de l'être humain en France, en tout cas, parce que c'était en France cette étude, c'est ne pas avoir lancé cette idée que j'avais eue en tête. C'est-à-dire qu'on est des millions à avoir des idées en tête et à dire « ouais, moi Uber, j'avais eu l'idée ». Bah mon pote c'est bien mais tu peux mourir avec ton idée en fait. Une idée on peut mourir avec, un projet on peut pas. J'aimerais réussir à faire comprendre aux gens, et ça revient en début de ce podcast, que c'est possible en fait, tu vois, parce qu'on a souvent ce truc de ouais, j'aurais pu lancer Uber, j'aurais pu lancer ceci, j'aurais pu lancer cela, et ça nous et ça nous paraît tellement impossible parce que c'est des choses qui paraissent grandes, mais j'ai envie de vous dire, rêvez grand, vivez grand, allez-y avec tout ce que vous pouvez imaginer et dites-vous que oui, c'est possible. Oui, ça ne va pas être facile, vous allez avoir des peurs, vous allez avoir des doutes, vous allez vous prendre des murs, mais génial, allez-y parce que plus vous allez, j'aime bien dire ça, si vous visez la lune, vous risquez d'atterrir dans les étoiles. Si vous visez le lampadaire, vous risquez d'atterrir sur le trottoir. Et je trouve ça génial, visez la lune parce que les étoiles elles sont belles. Au cas où si vous tombez dans les étoiles, c'est pas grave. Puis l'objectif, il a pas pour but d'être réalisé, je sais plus lequel de nos coachs disait ça, on va les citer beaucoup parce que j'aime bien rendre à César ce qui lui appartient, mais le but d'un objectif, c'est pas de se réaliser, c'est que vous vous réalisiez sur le chemin de l'objectif. Ça nous est arrivé plein de fois d'avoir un objectif ambitieux, super inspirant, de pas l'atteindre. Solène le sait, ça lui est arrivé aussi, et je vous souhaite que ça vous arrive. Mais cet objectif inspirant, il te donne une énergie complètement différente pour aller faire le truc, et à la fin, même si tu as fait la moitié de ce que tu avais prévu un truc si haut que tu es quand même bien en fait. Tu as quand même atteint un niveau qui est trop cool et dont tu es trop fier. Donc on continuera toute notre vie à Acad, se mettre des objectifs au-dessus de ce qui paraît possible. Je crois que c'est Tony Parker qui dit, quand tu te mets un objectif et que tu le dis à haute voix et que personne te dit ça va pas, t'es con, c'est pas le bon objectif. Il est pas assez ambitieux. Ouais, on est d'accord, c'est lui ? Ouais, c'est Tony Parker. Ok. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit,
Merci Tony. J'allais dire Tony Stark, moi, mais chacun ses rêves. Hein. Merci Tony, je trouve ça trop bien. Si tu dis ton objectif à haute voix et que personne te dit t'es fou, c'est pas le bon. Ouais. Il y a un problème. Et du coup, vous dites que votre vie, elle vous comble aujourd'hui. Il y a 2 questions qui me viennent par rapport à ça. C'est quoi votre plus grosse victoire en tant qu'entrepreneur ? Il faut en avoir une chacune. Une chacun, plutôt. Ma plus grosse victoire en tant qu'entrepreneur. Attends, faut que je réfléchisse. Mais je reviens toujours à Mathieu, qui est un de nos clients de notre accompagnement, qui est passé dans le podcast, génial, qui un jour nous a envoyé un vocal et qui nous a dit c'est incroyable, je me sens bien, je suis à ma place, je vais changer de vie, j'ai atteint ma vie de rêve, en fait. J'ai atteint ma vie de rêve. Et le jour où il m'a dit ça, j'ai compris l'importance de ce qu'on faisait. Et au-delà de l'argent qu'on peut gagner, de la maison qu'on peut avoir, c'est cette satisfaction de se dire j'ai atteint mon objectif d'aider les gens à se reconvertir comme moi. Et ça, c'est pour moi le plus important. Ça, c'est même pas ma première entreprise qui m'a donné cette satisfaction-là, mais c'est vraiment ça, ce côté où je vous vois tous en train d'atteindre. Enfin, là, je suis sur ton podcast, je suis trop fière. Ouais, parce c'est que énorme. C'est génial, parce que t'y allais, t'as pris des murs, t'as fait tout ça, et je suis fière de vous accompagner sur ce chemin-là. Et c'est ça ma plus grande réussite, c'est d'avoir trouvé des clients qui arrivent à me combler. Et je suis contente que ce soit aussi dans ce sens-là. Et je tiens à dire que c'est normal aussi d'être égoïste, dans le sens où, oui, Solène, elle va réussir ses choses, et c'est trop cool, et je suis contente pour elle, mais je suis aussi contente pour moi. Et ça me remplit aussi moi. Et c'est ça ce dont je suis le plus fière. Trop bien. Moi, je crois que j'en ai pris encore plus conscience ce matin, puisque pour ceux qui ne le savent pas, là, avec Solène, on est avec beaucoup d'autres personnes avec lesquelles on travaille. On est tous ensemble pendant une semaine chez nous. Et je me suis rendu compte que je suis trop fier de voir de qui on est entouré aujourd'hui. Et que si nous, on n'avait pas fait certains choix il y a 6 ans, on ne serait pas aujourd'hui non seulement dans cette maison, mais surtout entouré de ces gens-là. Et je sais très bien que sur les derniers jours de ma vie, je me souviendrai de qui j'ai vu, quelle conversation j'ai eue, pas de la voiture dans laquelle j'ai roulé. Et pourtant, je vous dis ça alors que Ava peut valider. J'adore les voitures et j'investis beaucoup d'argent dans les voitures et dans les maisons et dans les beaux endroits, les hôtels. C'est super tout ça. Et je suis pas en train de dire que on est soit matérialiste, soit on est humain, soit on est spirituel. Moi, je suis tout. J'adore m'acheter une belle voiture, j'adore m'acheter une belle maison. Mais je crois que ce dont je me souviendrai à la fin, c'est les conversations que j'ai eues. Non seulement les gens que j'ai aidés, mais quand je vois ce que tu fais là, ce que font les autres aussi, à quel point ils aident leurs clients. Je sais les résultats que tu as avec les tiens aujourd'hui, qui sont super. Je me dis, c'est une fierté de dingue. Ouais. C'est une fierté énorme. Et je connais ma part de responsabilité là-dedans. Et je vois d'autres humains prendre leur part de responsabilité. Et je trouve ça trop beau. C'est ça que je trouve magique avec le business en ligne. C'est que c'est l'effet domino. Ouais. C'est que nous, on s'est reconvertis, on a pu aider des gens qui aident des gens, qui vont certainement aider des gens. Et tu vois, c'est à l'infini. Ouais, parce qu'aujourd'hui, toi, tu crées un business qui aide les gens à lancer un business. Donc, ces gens-là vont aider des gens. Et moi, dans ces gens-là qui vont aider, j'ai l'impression d'avoir mis un peu ma pierre à l'édifice en t'ayant aidé. Et c'est ça que je trouve magique et qui me fait que je suis trop fière qu'on a su se lancer avec les peurs, malgré les peurs, avec les murs qu'on s'est mangés. Je suis trop fière. Je suis fière qu'on ait pris notre avenir entre les mains et qu'on s'est pas laissé bercer par ce qui était simple. La sécurité d'être médecin, la sécurité d'avoir de l'argent et un train de vie correct. Et ce que tu viens de dire, c'est un outil qu'on avait appris sur une des toutes premières formations de David Laroche qu'on avait prise sur la gratitude, où il nous parlait d'avoir de la gratitude qualitative et quantitative. Qualitatif, c'est quoi les meilleurs moments que j'ai passés, c'est quoi les plus gros accomplissements que j'ai eus. Et quantitative, c'était plutôt un peu la notion qu'Ava vient de développer de l'effet à répercussion, l'effet domino que j'ai. Et là, c'est typiquement de la gratitude quantitative. Et parfois, t'es pas rempli de gratitude parce que tu fais pas l'exercice d'aller voir tout ce que tu fais, les impacts que ça a. Genre, je sais pas si vous êtes parents, si vous nous écoutez et que ce matin, vous avez dit un truc sympa à votre mari que vous dites pas d'habitude. Je dis ça parce que j'étais au téléphone hier ce matin avec une dame qui vient de faire un challenge avec nous, qui était heureuse et son mari lui a juste envoyé un message en disant « Je t'ai trouvé rayonnante ce matin en te réveillant. Je t'aime ma chérie, ça fait longtemps que je t'ai pas vue comme ça. » Et on était en appel et elle regarde ce texto et je vois ses yeux qui commencent à briller et tout. Ce petit message a eu un impact sur elle énorme et je sais que c'est grâce à ça que derrière, elle rentre dans l'accompagnement qu'on fait de pâtisserie. Elle s'est sentie boostée d'une énergie de dingue. Ça va la transformer. Comment elle va parler à ses enfants ce soir quand ils vont rentrer de l'école?
pas du tout comme elles leur auraient parlé d'habitude. Quels rêves ils vont faire cette nuit, les enfants? Probablement pas les mêmes. Comment ils vont parler, eux, ces enfants, à leurs amis à l'école demain, différemment. Et c'est cet effet de répercussion de toutes nos petites actions qu'on fait, des actions top, dont on a l'impression qu'elles sont normales, mais elles ne le sont pas, qui font qu'on arrive de plus en plus à se remplir de gratitude. Donc je voulais transmettre cette notion de gratitude quantitative, parce que je vous encourage à la maison à faire l'exercice. Ce que j'ai fait aujourd'hui, en quoi ça a une répercussion bien au-delà de ce que moi je pensais. Et ça remplit de ouf. Carrément. Et pour la petite anecdote, pour parler d'effet domino, si un jour mon beau-père m'avait pas dit, parce que je cherchais une idée de tarte au citron, va regarder la chaîne YouTube de Charles et Ava, et ben on serait sûrement pas là aujourd'hui en train d'enregistrer ce podcast. Comment il s'appelle ton beau-papa? Fabrice. Merci Fabrice. Si vous écoutez ce podcast. Et l'autre question que je voulais vous poser par rapport à ça, c'était, vu que vous avez déjà, en gros, votre vie de rêve, entre guillemets, c'est quoi votre vision dans 5 ans? J'ai envie d'aider encore plus de gens. On a déjà d'autres idées d'entreprises à lancer qui vont aider d'une autre façon encore les personnes. Et dans 5 ans, je me vois comme aujourd'hui avec un peu plus de rides. Non, oui, j'espère avoir des enfants, c'est important pour moi. J'en ai envie en tout cas avec Charles. Et oui, je me vois à une échelle encore plus étendue. Quand je vois le bonheur que ça procure, quand je vois ton sourire, quand je vois à quel point tu es heureuse de tout ce que tu fais, j'ai envie d'avoir plein de Solène qui font ce changement-là et je trouve que c'est ce qui me remplit le plus. Donc j'ai envie de développer encore tout ça. Et puis j'ai envie d'être dans cette belle maison, en profiter peut-être avec des enfants, avec nos proches. Je me suis rendu compte qu'avoir mon entreprise, ça m'a donné encore plus de temps aussi pour profiter de moments qualitatifs et quantitatifs avec mes proches. Je me rends compte que c'est ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui, c'est partager les choses avec eux et avec vous aussi, avec nos clients qui deviennent des amis et de pouvoir continuer d'avoir des relations encore plus importantes, j'ai envie de dire, et que ce soit encore plus quelque chose à part entière de ma vie. Je pense que pour ma part, j'avais beaucoup d'objectifs matériels sur, si on parle de wishlist ou de tableau de rêve, nous on fonctionne en tableau de rêve, il y avait beaucoup de matériel et au plus j'avance, au moins il y en a parce que j'ai débloqué les différents objectifs matériels que j'avais. Et aujourd'hui, dans 5 ans, il y a plusieurs choses qui m'inspirent, mais je crois que ce qui m'inspire le plus, c'est l'idée de pouvoir réaliser les rêves de nos proches. C'est un truc qu'on a commencé à faire relativement récemment. Je me souviens d'un moment, je ne sais plus combien de temps c'était, mais on annonçait à ma grand-mère, donc à 83 ans, que on allait l'amener en train visiter toute la Russie. Alors, vous comprenez bien pourquoi on n'a pas pu le faire. 1 mois plus tard, la guerre commençait, ou 2 semaines plus tard, je crois. C'était vraiment, on allait prendre les billets. Bon, ça s'est pas fait, mais on l'a fait avec d'autres de nos proches sur des trucs extraordinaires. Et il n'y a pas de show-off là-dedans ou de machin, juste ces moments qu'on vit avec eux, de prendre tes proches et dire, c'est quoi ton rêve? Viens, on le fait. Il se passe des trucs, et puis c'est un cycle qui s'arrête jamais, on peut continuer, et c'est juste des prétextes pour passer des super bons moments. Ava a eu la malchance de perdre plusieurs membres de sa famille là récemment, et on s'est rendu encore plus compte à quel point ce qui était le plus important, c'était les moments qu'on allait passer avec les gens qu'on aimait le plus, et non seulement passer peut-être plus de moments, et passer des meilleurs moments encore. Et je sais qu'on peut passer un super moment en faisant un petit apéro à la maison, et c'est génial. Tu veux faire plus d'apéro à la maison, il te faut plus de temps. Tu veux plus de temps quand tu es soignant, mais c'est pas si simple. Donc il y a cette notion de temps, et puis après il y a cette notion financière pour moi, où je sais qu'au plus mes résultats vont se développer, au plus je vais pouvoir leur faire vivre des choses extraordinaires, et ça me passionne. Et j'aurais aimé répondre à cette question, donner des millions à des associations, et j'ai longtemps culpabilisé de pas me dire ça. Tu sais, parfois on crée ce complexe quand on gagne un peu d'argent, ok, tu donnes combien? Et j'en suis pas encore à ce niveau-là de ma vie, en fait, et je crois que c'est cool aussi de le dire et d'accepter. J'en suis encore à donner à mes proches d'abord. Bien sûr. Et je souhaite un jour peut-être pouvoir dire tout ce que je veux, c'est donner au monde extérieur, aux gens qui en ont besoin. Mais tu donnes, mais tu donnes ton savoir, tu donnes juste pas ton argent, tu vois. Non, ouais, ok, mais voilà, je sais qu'un jour ça me plairait dans l'idée, mais j'en suis pas encore là. Donc peut-être que dans 5 ans, ce sera mon objectif à 5 ans. Qui sait? Mais aujourd'hui, j'avoue que c'est remplir mes proches. Trop bien. Et du coup, pour presque conclure le podcast, ça serait quoi le conseil que vous donneriez à un soignant qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat? Honnêtement, il y a quelques temps, je te dirais y aller malgré la peur. Aujourd'hui, je te dirais fais-toi accompagner. Parce que c'est ça qui va t'apprendre à y aller malgré la peur. Et je pense que tout seul, c'est possible.
mais ça prend bien plus de temps et il y a plus de risques de se prendre un mur et de pas réussir à l'affronter et C'est à le passer parachute. au-delà. C'est ça, c'est le saut sans parachute et je crois que c'est Prends trop un parachute, quoi. Ouais, Et quelqu'un qui te pousse. c'est Ouais. ça, et je crois que c'est trop dommage parce qu'il y en a plein qui ont cette envie d'y aller, cette énergie même d'y aller, et qui ne se font pas accompagner, et qui au premier échec va s'arrêter, ils vont repartir dans une vie qui leur convient pas, et se dire oui mais j'ai essayé, j'ai pas réussi. Et l'entrepreneuriat, c'était pas fait pour moi. Et c'est ça. Et en fait, je crois pas. Je crois que l'entrepreneuriat, ça peut être fait pour tout le monde, tant que c'est fait avec le parachute. Voilà, et je pense que encore une fois, ça prêche pour nos paroisses et je m'en fiche parce que c'est pour vous dire à quel point je suis convaincue de ce qu'on fait et à quel point ça a une utilité. Et si je devais parler à la moi qui était en médecine, qui avait peur d'y aller, si j'avais été accompagnée dès le départ, j'aurais eu encore une vie plus sereine. Parce que je me suis tapée des nuits à être super stressée, à pas pouvoir dormir et j'avais pas la solution et je pouvais pas l'avoir parce que je l'avais pas apprise. Et je pense que je me serais évité bien des soucis de faire ça comme ça. Et moi, je dirais, n'attends pas le bon moment, il n'existe pas. Franchement, est-ce qu'on était prêt à l'époque où on s'est lancé ? Non. Heureusement qu'on s'est lancé quand même. Je suis toujours pas prêt à être entrepreneur. Hein. Il y a des jours où je suis pas prêt. Hein. Il y a des jours où je me dis... Ouf. Ok. Et puis il y a des jours où je me dis, mais qu'est-ce que j'ai eu raison ? Et là, 9 jours sur 10, je me dis, qu'est-ce que j'ai eu raison ? Mais je veux pas non plus faire fantasmer que la vie devient toute rose et qu'il n'y a plus aucun problème. Le bon moment pour se lancer, si vous êtes en train d'écouter ce podcast, c'était hier. Je dirais pas ça à n'importe qui dans la rue. Tout le monde n'a pas envie de se lancer. Si vous êtes là et que vous écoutez le podcast après 50 minutes et 24 secondes, le bon moment, c'était hier, voire c'était il y a quelques semaines et il y a quelques mois. Okay ? Donc, à partir de maintenant, vous êtes en sursis. Tout ce que vous ne faites pas, c'est des jours ou du temps que vous passez à pas être en train de faire ce que vous devez faire pour aller vivre la vie que vous voulez. Donc là, vous décrochez votre téléphone, vous passez un coup de fil à Solène, vous passez un coup de fil à qui vous voulez, en fait, mais à quelqu'un qui vous aide parce que vous avez besoin d'aide. Notre vie s'est améliorée quand on a compris qu'on ne savait pas. On sait qu'on ne sait pas, on sait juste ce qu'on aimerait et on a besoin de savoir comment faire. Dirigez-vous vers des personnes qui vous inspirent, qui vous ressemblent. Comme on est en train de parler à des soignants, j'ai envie de faire le parallèle avec un truc vraiment tout con, mais très souvent on a des bobos, on a mal quelque part et on retarde le moment où on va voir un spécialiste. Et au final, ça s'avère beaucoup plus grave que ce qu'on imagine. Et vous, en tant que soignant, je suis sûre que vous conseillerez à tous vos patients d'aller consulter le spécialiste qu'il faut le plus vite possible. Parce qu'on sait que quand c'est attrapé au bon moment, ça peut être bien moins grave que ce qu'on imagine. Et plus on se laisse aller dans un endroit où on n'est pas bien, plus on est gangréné et on va pas réussir à s'en sortir si facilement. Donc voilà pour le parallèle que je trouve fantastique. Toute humilité. Parce que les soignants, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont tellement été inculqués de « il faut sauver l'autre » que les cordonniers sont les plus mal chaussés. On est en général les soignants les moins attentifs à comment on se sent nous, parce que c'est égoïste de se poser la question comment on se sent nous. Et on le répète souvent avec Ava, quand vous êtes dans l'avion et quand on vous fait les consignes de sécurité, on vous dit s'il y a une dépressurisation de la cabine, mettez d'abord le masque à oxygène sur votre visage pour avoir le temps d'aider le plus de monde possible. Si tu le mets pas, tu vas aider 3 personnes et puis tu vas tomber. Vous voulez être soignant, vous voulez aider les gens, mettez-vous le masque à oxygène 2 secondes et si vous deviez vous le mettre, ça ressemblerait à quoi ? Ouais. Super. Où est-ce qu'on peut vous retrouver pour les personnes qui nous écoutent ? Partout. Alors notre adresse est le... Non, on a 2 comptes Instagram, c'est Charles et Ava pour tout ce qui va être pâtisserie et Lifetime Decisions pour ce qui est reconversion professionnelle. On a un podcast aussi qui est en train de sortir, je sais pas quand le tien sort, mais en tout cas il sort très prochainement le nôtre, et puis YouTube. Sur notre chaîne YouTube qui s'appelle Business en ligne à succès, je crois. Ouais. Je sais même plus comment elle s'appelle. On lance trop de trucs. J'essaierai de mettre un maximum de références dans la description. Absolument. Vous avez une petite phrase, une phrase. Oh là là, c'est dur avec nous. Une petite citation, quelque chose que vous aimez bien. Je vais la répéter, mais on ne vit qu'une seule fois, mais si on le fait bien, une fois suffit. J'espère que ce podcast vous a plu. Merci, chacun son truc. Merci, j'espère que ce podcast vous a plu également. Merci Ava, merci Charles Avec d'avoir plaisir. été là, c'était trop bien. Et je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode. Au revoir tout le monde.